Bonjour, bienvenue sur Conscience TV. Merci de me retrouver. Je suis Julie Détouche, journaliste, et j'ai grand plaisir de vous présenter Géraldine Prévost-Gigant. Bonjour Géraldine. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'être avec nous. On vient de terminer ta masterclass sur réinventer son couple. Alors toi, tu es psychopraticienne depuis des dizaines d'années et tu accompagnes essentiellement les gens sur la question de l'amour. Je vais montrer deux, trois livres. Ah ben non, je vais le faire tout à l'heure. Tu vas te présenter. Le temps que j'importe mes fichiers, je pourrais présenter les livres. Mais en tout cas, tu as une plume que tu as portée à plusieurs moments sur la question de l'amour, des femmes et de l'amour, des relations toxiques. Là, on a un nouveau sujet que tu développes, c'est l'hypersensibilité spirituelle. C'est hyper intéressant. On se rend compte à quel point les gens ont des attentes à l'endroit du couple et qu'on n'est pas forcément bien calé, hein. C'est un peu ça? Absolument, les hypersensibles, et alors d'autant plus s'ils sont spirituels, ont une représentation de l'amour teintée de cet aspect spirituel, et donc des attentes qui mènent souvent vers des attentes très fusionnelles et idéales, en fait. C'est comme si, en fait, quand on est hypersensible spirituel, on était dans une quête de vivre un amour un peu très astral, non incarné, où il n'y a pas tous ces challenges qui sont les nôtres dans notre vie de tous les jours. Et puis, il y a aussi cette quête très fusionnelle, en fait, qui est, moi, une de mes hypothèses, c'est que les personnes qui sont hypersensibles et les spirituels, et encore plus les deux, si en plus ce sont des êtres qui ont connu, sans forcément mettre des mots dessus, mais qui ont connu des moments d'éveil, des extases mystiques, de connexion avec le grand tout, la nature, voilà, vraiment des instants d'éveil où il y a la dissolution de l'ego à ce moment-là, et on est pleinement connecté avec l'âme individuelle et le monde, le collectif. Eh bien, ça va. Si ces personnes-là ont eu ce type d'expérience, elles vont être dans cette quête, dans l'amour, de retrouver ces instants-là. Et on peut les vivre, hein, ces instants-là. Mais le problème, c'est qu'on voudrait que ce soit tout le temps comme ça. Et en fait, c'est pas possible. Il y a aussi tous les défis que la vie de couple nous propose, ou en tout cas la vie de couple est jalonnée de ces défis qui vont être en fait des opportunités pour pouvoir être plus conscient, découvrir des dimensions de nous que l'on ne connaissait pas, peut-être des aspects de nous qui n'ont pas été apaisés, guéris, et puis aussi nous donner l'occasion de pouvoir grandir individuellement et à deux, et grandir en termes d'évolution de conscience, en fait. Et voilà, et tout ça, parfois, on s'y attend pas. On s'y attend pas, on a du mal à comprendre que l'autre nous tend un miroir. On a du mal aussi à comprendre que, bah, on va répéter un peu les patterns, hein, les schémas, de ce qu'on a déjà connu, ou consciemment ou inconsciemment, parce que peut-être qu'il y a de l'épigénétique aussi qui se joue à cet endroit-là. Et alors la place de la femme, elle est prépondérante. Moi, ton livre m'avait bouleversée, hein, Les femmes et l'amour, comment bien vivre l'amour à l'heure du dating, du ghosting et du zapping. Et c'est vraiment, on voit à quel point la femme doit s'inventer, se réinventer. En tout cas, elle n'a plus besoin d'un tuteur. Aujourd'hui, elle est aussi individualisée que l'homme, et c'est assez récent, malheureusement, on peut se le dire. Et ça, du coup, tu le vois en cabinet, les personnes que tu rencontres sont un peu en perte de repère dans l'équilibre des polarités. Absolument, c'est-à-dire que l'évolution, c'est-à-dire le couple moderne et l'évolution a été en fait, c'est plutôt la libération de la femme qui a changé toute la configuration du couple. Donc, bon, et la société aussi a été amenée à changer. Et du coup, on est aujourd'hui, en effet, en perte de repères. C'est-à-dire que c'est comme quand on a trop de liberté, comme quand on arrive dans un méga store, hein, et qu'on veut acheter, je sais pas moi, un pack de lessive, et qu'il y en a 50. Lequel je vais choisir? Eh bien, c'est cette même idée un petit peu agoraphobique, c'est-à-dire que aujourd'hui les femmes sont libres,
elles sont autonomes. Et du coup, eh bien, ça transforme complètement les relations et ce qui va se jouer dans les relations. Et donc, on est à un tournant où on est vraiment amené à réinventer la notion de couple, à aussi réinventer finalement la notion de célibat. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus obligé d'être en couple pour réussir sa vie, quoique il y a encore cette pression sociale qui est encore un peu là. Mais en tout cas, on peut, nous les femmes, choisir d'être en couple, de ne pas être en couple, d'être en couple différemment. Enfin, et du coup, ça entraîne en effet une perte de repères, mais cette perte de repères, elle est bonne parce qu'elle oblige à s'interroger et à se rencontrer, à se trouver, et à mettre à jour, en fait, qu'est-ce qui est important pour moi en tant qu'individu et qu'est-ce qui est important pour nous en tant que couple. Et ça, c'est effectivement, précieux, c'est ce fameux miroir que l'autre nous tend, et du coup s'interroger sur son couple. Alors, moi, ce que j'aime aussi beaucoup dans ta vision, c'est que le couple est une entité, qui a des cycles, qui bouge, qui évolue. C'est pas Qui quelque chose de respire. rigide, voilà, qui respire. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour les personnes qui nous écoutent, qui font couple ou pas, fonctionnel, dysfonctionnel. Alors, il y a quand même des limites, on va en parler, mais en tout cas, on peut se dire qu'on peut être en couple depuis 20 ans et puis réinventer son couple, hein. On n'est pas Absolument. obligé, voilà, de répéter, le lendemain, ben, la même tambouille, hein. Enfin, on peut complètement, recréer autre chose à partir du moment où on le fait dans l'échange, la communication, la bienveillance et qu'on est tous les 2 d'accord, en fait. C'est un peu ça? Absolument. Beaucoup de personnes, quand elles sont face à une crise majeure de couple, pensent ou craignent que la relation s'achève, que c'est les prémices en fait de la fin d'une relation. Mais pas du tout. Une crise annonce un changement de cycle. C'est comme pour nous, individus. Et donc, une crise de couple, on s'engueule, il y a une tension ou des tensions, il y a un sujet central sur lequel on est focus, mais en fait, il y a d'autres choses qui se jouent. Et de se dire, OK, bon, on va traverser ça ensemble, c'est une tempête. Et ça invite à quelque chose. Voilà, de voir la crise, non pas comme un problème, mais comme une invitation à découvrir ce qu'on n'a pas encore conscientisé. Comme un jeu de piste, c'est un challenge. Donc bon, voilà, pour dédramatiser un petit peu, on peut essayer de regarder ça comme ça. Et donc quand on traverse une crise de couple, surtout il faut garder la connexion, même si on est en désaccord, se dire qu'on est coéquipiers. Il y a une tempête, on va la traverser et il y a des choses à découvrir. Et c'est là, si on arrive à être dans cette conscience, si on se fait confiance soi-même et qu'on fait confiance à notre couple et à l'autre, dans cette capacité à rebondir, eh bien on va avoir des prises de conscience qui vont nous aider à grandir tous les deux. Et c'est ça, réinventer son couple. Et on va voir comment on peut prendre appui sur certains leviers pour utiliser le conflit pour aller vers la transformation. C'est ça, parce que toi, tu as éprouvé de nombreux exercices que tu as transmis, d'ailleurs, est-ce que je vais pouvoir en montrer quelques-uns dans tes nombreux livres, et qui aident au quotidien, les gens. Alors on a quoi ici? Ah voilà, 50 exercices. Est-ce qu'il veut bien monter? On l'ajoute à la scène. Ah non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, pour sortir de la dépendance affective, parce que, ben, dans le couple aussi se joue cette partie de nous, qui est peut-être une immaturité affective. Comment tu l'expliquerais? Et voilà, un exercice, par exemple, que tu pourrais nous donner pour sortir de cette dépendance affective? Par exemple, de prendre conscience si nous sommes dans une suradaptation, c'est-à-dire, est-ce que dans le couple, nous sommes celui ou celle qui finalement toujours arrondit les angles Mmh. ou attend que l'autre choisisse ou n'osons pas affirmer nos désirs, nos envies. Alors en plus, les sensibles et les spirituels, en plus s'ils travaillent sur l'ego, bah, ça peut donner des trucs qui penchent vers une trop grande adaptabilité. Mmh. Donc il ne s'agit pas de devenir super rebelle et conflictuel, hein, et de dire non systématiquement à tout juste pour se prouver à soi-même qu'on est capable de dire non, parce que là-bas, ça va entraîner d'autres soucis, mais juste de regarder, de se dire, voilà, est-ce que je ne suis pas un peu trop souple
parce que peut-être que consciemment ou inconsciemment, j'ai peur qu'en étant plus positionnée, l'autre va être moins confort et donc peut-être qu'il va moins m'aimer. Donc regardez à quel moment vous êtes conciliant. C'est toi qui choisis, je sais pas, ou vous dites oui alors que vous n'avez pas envie. Regardez juste ça, pas de jugement, et de se dire si c'est votre cas, de vous dire que vous allez regarder comment faire pour rééquilibrer en douceur, pour pas que ça perturbe toute la structure relationnelle du couple, mais en douceur, tac, rééquilibrer un petit peu pour être moins dans la suradaptation. S'adapter à l'autre, bien sûr, mais se suradapter, c'est pas bon parce qu'il y a un oubli de soi, on s'efface un peu dans la relation et parfois beaucoup pour d'autres. Ça dépend où on en est, ça peut être beaucoup s'effacer un peu et donc voilà. Est-ce que je me suradapte? Est-ce que je m'adapte toujours? Est-ce que je suis conciliante? C'est vrai que parfois, on ne se rend pas compte à quel point on va laisser l'autre prendre toute la place et se mettre un peu à son service, en particulier quand on est une femme et qu'on a vu notre mère s'aplatir toute sa vie, devant Exactement. le mâle qui ramenait le salaire à la maison, qui mettait les pieds sous la table et voilà cette image du mâle alpha. Aujourd'hui, les femmes, alors, ne supportent plus, du coup, ça crée des masculinistes qui ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe avec les bonnes femmes, qui ne sont plus à leur service. Bon, il y a plein de choses qui se jouent. En tout cas, la communication est restée en focus sur le fait qu'un couple, c'est une opportunité pour chacun d'aller mieux et non pas une obligation. Il n'y a pas d'obligation à être en couple. Il faut que ce soit un choix. Quand tu parlais des crises, donc qui sont des cicatrices sur un couple aujourd'hui, on a quand même pas mal la société qui nous envoie des images de familles ricorées où tout le monde s'aime, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, il n'y a pas de problème. Et donc on se dit si on a un problème, allez hop, on jette le bébé avec l'eau du bain. Ouais, Au contraire, beaucoup. il faut laisser de la chance à son couple. À quel moment il ne faut pas laisser de chance à son couple, les relations toxiques, les pervers narcissiques? Est-ce qu'il y a des red flags où on dit non, là, il ne s'agit pas de sauver un couple, il s'agit de passer sous Au choc? contraire, ouais, Oui. tout à fait. En effet, c'est quand on découvre que nous sommes dans une relation toxique, c'est-à-dire quand il y a une violence psychologique, bien sûr s'il y a une violence physique, mais c'est pas si facile. Je viens de finir un livre là-dessus sur les relations toxiques. Le propre de la relation toxique, c'est la difficulté à en sortir. Mais déjà, prendre conscience, c'est déjà un grand pas. Et donc, à quoi on reconnaît une relation toxique? S'il y a critique non constructive, reproches, le chaud, le froid, où vous êtes isolé, de plus en plus coupé de votre environnement familial, amical, où il y a des inversions de culpabilité, où vous vous sentez dans cette culpabilité, pensant que vous êtes la cause et donc le remède de ce qui se passe et que vous devez sauver votre couple et que vous êtes la seule dans la relation à tout faire pour sauver le couple, là, ce sont des red flags. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK. Après, il y a d'autres critères à aller voir, mais c'est vraiment ce qui fait la différence avec un conflit. Un conflit, on peut s'engueuler de temps en temps, on n'est pas d'accord, ou bien il peut y avoir un sujet de discorde qui est en fait la face visible d'un iceberg qui est à aller explorer dans les profondeurs. Mais voilà, c'est pas pareil d'être en conflit. Ça veut pas dire qu'on est rentré dans le cycle de la violence psychologique, voire physique. C'est différent. Donc, en effet. Est-ce qu'il faut que ce soit qu'il y ait une répétition ou est-ce que Oui. quelqu'un qui pète un plomb un jour et qui envoie la vaisselle valser et donc fait un geste brutal, mais si ça arrive une fois, est-ce qu'on passe l'éponge quand même ou est-ce que c'est non, la violence? Je pose la question parce que ça arrive. On voit à la télé un peu quand même des images aussi où on voit des couples comme ça qui sont très dans la passion. Est-ce que cette passion, elle est souhaitable et est-ce que ces comportements-là sont sains, normaux ou pas? Il peut y avoir une impulsivité chez certaines personnes qui ont des blessures, par exemple des traumas, et qui face au conflit paniquent et leur mode de défense,
c'est de casser la vaisselle. Pas de casser la figure à l'autre, hein, Mmh. voilà, je suis pas en train de dire ça, hein, mais de claquer la porte ou parce qu'en fait, ça vient toucher un truc qui les met à l'intérieur, c'est le chaos parce qu'il y a une blessure du Mmh. passé, un trauma conscient ou pas conscient et donc du coup, ça va entraîner ce type d'impulsivité. La répétition, en effet, est un red flag. On parle de cycle de la violence. Je parle aussi de cycle de la violence psychologique, parce qu'on est habitué à parler du cycle de la violence euh, pour les femmes battues, par exemple. Mmh. Mais il y a un cycle de la violence psychologique, le rapprochement, la lune de miel, et puis ensuite on recommence avec les petits critiques, et puis il y a une tension, et puis ça explose, et on retrouve la lune de miel. Si dans les relations toxiques et les violences, si c'était constamment violent, ce serait pas compliqué de voir. Et le propre de la toxicité, c'est aussi ça, c'est que Mmh. il y a ces périodes, et puis on aimerait tant retrouver quand il ou elle est doux, gentil et amoureux, et c'est ce qui fait qu'on attend de revenir à cette phase-là, et on redescend dans le truc, etc. Donc en effet, la répétition, ça doit nous alerter. Ça ne veut pas dire systématiquement qu'il y a quelque chose de l'ordre de la violence psychologique, que c'est de la toxicité, que c'est irréparable. Ça vaut le coup quand même d'aller vraiment, pas quand même, d'aller vraiment consulter individuellement, voir en couple, et de voir ce qui se passe. Et si ça bouge pas, là, de se protéger et de quitter la relation. Ouais. C'est ça, parce que bon, on peut réinventer son couple, mais il faut quand même que la base, elle soit saine, Exact. et comme on le disait, il y a pas d'obligation de faire couple. Aujourd'hui, la société est tout à fait ouverte. Enfin, je me trompe ou il y a encore des gens qui pensent qu'ils doivent être en couple pour être bien, qu'ils doivent faire des enfants pour Oui, être beaucoup, beaucoup. Oui, oui, oui. Ça change, mais quand même, il y a encore ça. Il y a encore ça. Oui, oui, oui. Oui, suivant le milieu d'où l'on vient, le milieu dans lequel on évolue, suivant ce qu'on a vécu aussi. Mmh. Il y a des personnes qui ont vu leurs parents s'entre-déchirer. Ça donne un individu qui va être phobique de la relation parce que il ou elle pense que une relation, ça n'est que cette violence, ou bien ça va donner l'extrême inverse avec je veux absolument vivre ce que j'ai pas vécu, c'est-à-dire créer une famille qui soit un espace ressourçant, refuge, etc. Et tout le challenge, ça va être est-ce qu'on va pouvoir choisir quelqu'un qui va être l'antithèse, ou est-ce qu'on va croire rencontrer l'antithèse et que finalement on va se retrouver dans le même schéma parental? C'est souvent ce que je vois en consultation, mais ça ne veut pas dire que c'est 100% des cas, hein. Attention. Et ça veut pas dire qu'on va pas y arriver, mais c'est quand même Ah assez bien sûr. difficile Non, non, bah, de il y a toujours. sortir. Oui, oui, Ouais, oui. ouais, des schémas, ça c'est sûr. Alors il y a ce qu'on veut et il y a ce qu'on obtient. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec de la communication et puis dans ta masterclass, tu nous as montré les 4 grands piliers, hein, pour construire une relation, saine et puis, j'ai envie de dire aussi, en tant que tel, parce qu'il y a des individus dans un couple, mais il y a le couple aussi et c'est toujours intéressant de se mettre sur ce point de vue-là où, on est en fait que la moitié du sujet et comme tu le Mmh. dis très bien, l'ego a une place, essentielle dans le couple et souvent là, il y a des enjeux, moi d'abord, non toi d'abord, enfin voilà, des incompréhensions aussi peut-être de, ce qu'on peut attendre du couple. Moi j'aime bien quand tu expliques que voilà, il y a pas de couple parfait, hein, la recette, n'existe pas, tu as écrit plein de livres, dedans il y a plein d'exercices, mais il y a pas encore la recette magique du couple idéal. Et heureusement non. Parce qu'il n'y a pas un couple idéal, il y a notre couple idéal, et je trouve que ce qui est passionnant, c'est de se dire qu'on peut co-créer la relation qui nous convient à tous les deux. Et il n'y a pas de modèle, hein. Le canevas sur lequel on va s'appuyer, ça va être nos valeurs, ce qui est important pour nous de vivre, des valeurs communes aussi, bien sûr, une vision commune. Et après, la façon dont on va organiser les choses, libre à nous comme une peinture, on va choisir des dominantes de couleurs qui nous conviennent. Ça ne veut pas dire que le tableau doit être nécessairement bleu, turquoise. On peut aussi être sur des tonalités de rouge,
de violet. Voilà, c'est pareil, il y a pas de règle. L'important, c'est que les 2 personnes soient heureuses individuellement et ensemble et puissent avoir chacun leur espace pour co-créer leur histoire. C'est une belle aventure, je trouve, de voir la relation de couple comme une co-création, une aventure, une épopée. C'est le mot qui m'est venu spontanément dans la masterclass tout à l'heure. J'avais jamais exprimé ce mot-là dans ce contexte-là. Je trouve que c'est beau de voir la relation de couple comme une épopée. C'est une aventure. Il y a des moments de calme, il y a des moments de tempête. Mais si en effet la base est saine, on peut aller très loin et c'est ce qui fait toute la beauté du voyage. C'est ça. Alors, c'est incroyable que tu parles d'épopée et de voyage parce que moi, quand je t'ai entendu pendant la masterclass, j'ai pensé au couple comme à un véhicule, un petit peu, où on Ouais. se met d'accord sur la vitesse, sur la destination, on ouvre les fenêtres ou pas les fenêtres, on met les essuie-glaces ou pas, on met la musique ou pas dedans. En tout cas, on se met d'accord et puis après, Mm. on fait le voyage ensemble. Mm. Et c'est ça qui est chouette parce que bah, du coup, chacun peut créer le véhicule de ses rêves et choisir la destination. On peut même choisir de changer de destination. Et par exemple, bah, les gens qui vivent ensemble peut-être peuvent choisir de vivre séparément et d'être encore en couple. Aujourd'hui, il y a Absolument. plein de Il y en a modèles, beaucoup. ne changera Mm. pas, enfin, heu, Mm. c'est vachement créatif, j'ai l'impression en ce moment, non? Tu as pas l'impression que Mm. ça s'ouvre en grand et Oui, que les gens ont envie comme ça, il y a cette créativité à cet endroit-là? oui, il y a beaucoup de créativité. Des personnes s'autorisent davantage. Ça, c'est un des aspects positifs de notre époque. Et les jeunes générations aussi, les très 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 jeunes, sont, aiment l'idée d'être à deux, mais ne veulent pas être enfermés dans des normes. Mmh. Et ça donne des créations qui sont très belles. L'important, c'est que, encore une fois, il n'y en ait pas un qui s'efface et s'hyper adapte dans le rêve de l'autre. Voilà, il Mmh. faut vraiment qu'il y ait une co-création et non pas suivre la création, l'élan de l'un, C'est ça. parce qu'on s'essouffle à ce rythme-là. Et c'est pas OK par amour de soi, de toute façon. Oui, puis il y en a toujours un qui dans un couple, il y a pas toujours un qui prend l'ascendant sur l'autre. Chacun a un peu ses spécialités, mais l'idée, c'est que ça circule, quoi. C'est que la Absolument. communication se fasse et que ça circule, alors très compliqué et ça, tu l'as très bien expliqué dans ta masterclass, justement, les croyances limitantes, la communication, qui est consciente. Et moi, j'aime beaucoup quand tu partages, cette notion d'hypersensibilité spirituelle. Pour toi, le couple est un espace de rencontre avec, une dimension un peu supérieure de soi-même et de l'autre. C'est même d'ailleurs un espace d'initiation, selon moi, Mmh. et que notre âme peut, certainement a choisi ce partenaire-là, pour vivre cette initiation. Et parce que dans la relation de couple, à un moment donné, il se peut que on traverse notre propre part d'ombre et notre partenaire aussi, qu'ensemble on traverse l'ombre et on va plonger dans ce qu'on ne connaît pas pour ensuite renaître en fait enrichi de plus de conscience de soi, de connaissance de soi, peut-être avoir aussi lâché quelques oripeaux de l'ego, plus de souplesse, de sagesse, d'ouverture du cœur, de la conscience. Donc pour moi, le couple, c'est un espace de, de, de possibilités d'évolution de conscience. Et quand on le voit comme ça, je trouve que ça a du sens quand on est dans un processus spirituel et ça peut aussi permettre de regarder les tensions sous un autre œil, sous un autre angle, de porter un autre regard. Et les hypersensibles et les spirituels et les hypersensibles spirituels sont des êtres qui ont parfois souffert en amour, qui ont une quête idéalisée. Ils idéalisent beaucoup les choses. Et moi, ce que j'invite à faire, c'est de se dire qu'on peut incarner dans la relation de couple des dimensions spirituelles et qu'on peut vivre ensemble aussi
une croissance spirituelle. Croyance aussi, hein, croyance aussi. Si elle est aidante, c'est bien. C'est ça. Ouais, Oui, c'est c'est un ça. espace de croissance spirituelle. C'est ça. Mmh. Utiliser le couple comme un tremplin, et encore une fois, que qui servent les 2 individus et Absolument. peut-être, comme on parle d'amour, parce que quand même, le couple, c'est quand même le ciment du couple, c'est l'amour, on est bien d'accord? Et la dimension sublimisée, hein, de l'amour, c'est l'amour spirituel, hein, l'amour divin. Donc, c'est une sorte d'avant-goût de, qu'est-ce qui nous attend, voilà, dans des dimensions, un peu plus élevées. Est-ce que, ouais, c'est une question que je me pose régulièrement et voilà, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Hem, Parce qu'on a tous besoin de modèles, de modes d'emploi, je t'en parlais tout à l'heure, la recette de cuisine du couple idéal, bon voilà. Est-ce qu'on peut comprendre le couple d'à côté? Quand on a quelqu'un qui vient nous un ami qui nous appelle: «Ça va pas en ce moment avec mon mec ou avec ma copine, on a telle crise», hein. Est-ce qu'on peut rentrer en compréhension du couple d'en face, éventuellement, se dire: «Ah bah ça c'est un couple modèle, tu as vu, ils font ci, ils parlent comme ça, j'aimerais tant», hein, ou pas parce que c'est trop complexe et que déjà soi-même on a du mal à se comprendre. Alors dans l'histoire du couple, c'est un vrai maelstrom et il faut des années comme toi, de pratique professionnelle pour y arriver. Oui, beaucoup de gens projettent sur beaucoup de couples, je dirais. C'est ça. Et ce que je remarque dans ce que les personnes me confient en consultation, quand elles me confient ce que la copine ou le copain a dit, lorsqu'il ou elle a appelé au moment de la crise de couple et mon copain ou ma copine, elle m'a dit ça et cetera. J'entends tout de suite en fait ce que le l'ami bienveillant, hein, a projeté de sa propre histoire. Mmh. Et en effet, c'est ce qui se joue au sein du couple. Même en effet, le couple n'arrive parfois pas à être conscient de ce qui se joue pour l'un et l'autre. Donc, une personne extérieure, avec toutes ses projections, ses croyances, va projeter en fait sur le Mmh. couple un certain nombre de choses. La meilleure des postures, c'est d'écouter, de comprendre, de soutenir, mais pas de conseiller parce que voilà, il y a tellement de croyances, de représentations. Et en effet, il y a souvent des personnes qui se disent oh, un tel et un tel, c'est le couple idéal. Et puis, on apprend que le couple en question s'est séparé. Et là, tout le monde est oh, non. Parce qu'en effet, tout le monde avait projeté sur eux parce que, pour quelle raison, je ne sais pas. La représentation La sociale, hein, représentation sociale, leur beauté, leur vie, leur métier, leur discours, ce qu'ils donnaient à voir, je ne sais pas. mmh. Ou bien rien de tout ça, et parce que il y a une configuration qui faisait que on avait décidé que ce couple-là était le couple idéal. Et puis non, bon, on voit bien qu'en effet, on projette énormément de choses. De toute façon, on projette sur l'autre, et le travail sur soi permet de faire le ménage et de réduire nos projections le plus possible. Voilà, donc on écoute, on accueille, on comprend et on reste humble face à ce mystère. C'est ça et dans ta masterclass, tu nous as livré plein de conseils, d'astuces justement pour enlever l'un après l'autre les croyances, les filtres, les incompréhensions et puis tout ce qu'on va projeter effectivement à l'endroit du couple, pour l'accueillir tel qu'il est comme une surface, un véhicule, hein, une épopée comme Mmh. tu dis, qui Mmh peut mh. être belle jusqu'à la dernière on peut avoir 85 ans, être en couple depuis 60 ans et se réinventer, et repartir sur une autre histoire d'amour avec la même personne. C'est ça qui est merveilleux et tu en Mmh. parles tellement bien, merci infiniment. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors tu as des réseaux sociaux, tu as ton site internet, est-ce que tu peux nous faire un petit room tour comme ça de là où on peut te trouver?
Il y a mon site internet, géraldineprévost-gigand.com. Si on me trouve pas, on peut, mettre sur Google ou maintenant sur l'intelligence artificielle. J'ai aussi, mon intelligence artificielle, mais j'ai pas l'adresse, donc on peut la trouver en m'envoyant un mail parce que c'est D'accord. tout frais. On peut la trouver en lien sur ma page Instagram, Ah, donc sur mon compte Instagram qui est mon compte favori. J'aime beaucoup, Instagram parce que voilà, j'aime bien. c'est ton Donc côté Gérald artiste, hein. Tu es très artiste. c'est très artistique, c'est pour ça, à mon Ouais, avis, que j'aime en effet, tu as raison. Donc Géraldine underscore Prévost underscore Gigant, hein, c'est le voilà. trait du bas, c'est underscore, hein, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, tout à fait. Je suis sur Facebook aussi, j'ai 2 pages sur Facebook, LinkedIn, c'est moi mon kiff. Que dire d'autre? Bah voilà, je crois que j'ai fait le Et tu as un prochain tour. livre à sortir. Alors, je l'avais montré tout à l'heure très rapidement parce que moi, je l'adore. C'est l'oracle. Alors, il veut pas venir, hein. Voilà, l'oracle de la magie de l'amour que tu avais paru, fait paraître aux éditions Le Duc. Un très très bel oracle dans un grand Mmh. coffret. Et moi, Mmh. j'aime beaucoup travailler avec. Et puis, je voulais aussi montrer ce livre qui n'a pas grand-chose à voir. Et pour autant, il y a un grand cœur parce que vraiment, c'est rentrer en compréhension de soi, le shadow work des hypersensibles spirituels, je vais y arriver, parce que bah, dedans, voilà, on apprend à vraiment à se dépouiller de tout ce qui n'est pas nous, et c'est souvent utile pour faire un couple, hein, d'être en authenticité Absolument. avec soi. Absolument, merci à toi de le souligner parce que ce que j'ai partagé aussi de ce ressort-là, c'est-à-dire de plonger dans les dimensions de soi-même qu'on ignore, qu'elles soient psychologiques ou spirituelles, pour alchimiser et faire jaillir la lumière. Et dans le couple, c'est la même. On peut lire ce livre en ayant Oui, en tête, en effet, d'évoluer dans notre relation de couple. Ce livre peut être un support, en effet, tout à fait. Merci d'avoir souligné ça, parce qu'en de effet, c'est rencontrer. découvrir les dimensions inconnues de notre être, hein, Mm. mais aussi de ce qui se joue dans cet espace de co-création. Effectivement, c'est magnifique. Ben, écoute, merci encore, Géraldine. On ira te suivre Merci. sur les réseaux. On va trouver tes livres et puis surtout cette masterclass. N'hésitez pas, hein, vous la trouverez sur votre espace perso. Il y a tous les PDF magnifiques que tu as réalisés pour justement concocter ce beau moment de partage, réinventer son couple. Géraldine Prévost-Gigand, merci beaucoup, merci, merci. Merci Julie, merci. À bientôt, au À revoir. bientôt.